Laisse-toi aller maintenant, tout doucement, comme si le sol sous toi devenait un peu plus doux, un peu plus accueillant, et que le poids de ta journée commençait à glisser vers les bords de ton corps, s'éloignant lentement, sans effort, sans résistance de ta part. Ferme les yeux si tu le veux, ou laisse-les se fermer d'eux-mêmes, car ils savent non déjà, eux, ce dont ils ont besoin. Et respire une fois, lentement, en laissant l'air entrer jusqu'au fond de ta poitrine, puis en le laissant repartir, emportant avec lui tout ce qui n'a plus besoin de rester là ce soir. Je t'invite à venir avec moi, très loin, de l'autre côté de la mer Méditerranée, là où la lumière tombe différemment sur les pierres, là où le temps a une texture particulière, presque palpable, presque dorée. Nous allons traverser ensemble un après-midi suspendu dans la Casbah d'Alger, cette ville dans la ville, ce labyrinthe de calcaire blanc et de mémoire ancienne, posé sur une colline qui regarde la mer depuis des siècles et des siècles, sans jamais se lasser de ce spectacle. Tu n'as rien à faire, rien à retenir, rien à comprendre. Il te suffit de laisser les images venir à toi, doucement, comme des vagues très calmes qui arrivent sur une plage de sable fin et qui repartent et qui reviennent avec cette régularité apaisante qui ressemble à la respiration du monde lui-même. L'entrée dans la ville haute. Imagine d'abord la chaleur, cette chaleur particulière d'un après-midi d'été algérien, qui n'est pas une chaleur agressive, mais une chaleur enveloppante, comme une couverture de lumière posée sur les épaules, une chaleur qui sent le soleil sur la pierre chaude, sur le jasmin et sur la poussière fine, cette poussière ocre et douce qui s'est déposée sur tout, sur les rebords des fenêtres et sur les vieilles tuiles romaines, sur les balcons de fer forgés aux arabesques compliquées et sur les pas des seuils usés par 1000 générations de sandales et de babouches. Nous entrons dans la casbah par l'une de ces portes basses, une porte en bois, sombre, si ancienne, que le bois lui-même semble avoir été poli par le passage du temps plutôt que par la main des hommes. Une porte dont les clous de cuivre ont pris cette teinte mate et verdâtre qui n'appartient qu'aux objets qui ont traversé plusieurs siècles sans se presser, la porte est entr'ouverte, comme pour indiquer que cet endroit appartient à ceux qui savent s'approcher lentement, avec respect, sans bruit. Nous passons le seuil, et aussitôt la lumière change. Dehors, elle était franche et directe, tombant du ciel bleu, sans nuages, avec une certitude absolue. Ici, dans cette première ruelle, elle devient latérale, fragmentée, comme filtrée à travers un tamis invisible, arrivant par segments étroits entre les façades qui se resserrent au-dessus de nos têtes, comme pour se protéger mutuellement, comme pour se chuchoter des secrets d'une maison à l'autre. La ruelle monte doucement, car la Casbah est une ville en pente, une ville qui grimpe vers le ciel, depuis le bord de la mer, et chaque pas que nous faisons vers l'intérieur est aussi un pas vers le haut, vers ce point culminant d'où l'on peut voir à la fois la baie d'Alger dans toute sa générosité turquoise et les crêtes du Sahel qui ferment l'horizon terrestre. Mais nous n'allons pas vite, non. Nous prenons notre temps, nous laissons nos yeux s'habituer à cette lumière tamisée, nous laissons nos oreilles s'ouvrir aux sons qui constituent la respiration de cet endroit. Les sons de la pierre et du silence. Et ces sons, maintenant, laisse-les venir jusqu'à toi. Écoute d'abord le silence, car il y a un silence ici, un silence particulier qui n'est pas l'absence de son, mais sa distillation. Un silence fait de toutes les rumeurs lointaines filtrées par l'épaisseur des murs, par le dédale des ruelles, par les années superposées comme des couches de nacre dans une huître. Il y a le son des pas, d'abord les nôtres, ce glissement doux sur les dalles de pierre calcaire légèrement irrégulières, dont certaines ont été polies par tant de passages qu'elles reflètent vaguement la lumière comme un lac très calme, et d'autres sont encore rugueuses, gardant l'empreinte des outils qui les ont taillées il y a peut-être 300 ans, peut-être plus. Ce son est mat, feutré, absorbé à moitié par les murs qui nous encadrent de chaque côté, et il a quelque chose de méditatif, ce bruit de pas qui continue son chemin sans urgence, sans destination précise, juste le plaisir de se laisser porter par la pente douce des pierres. Puis il y a,
De loin en loin, d'autres pas. Les pas d'une femme en robe fleurie qui remonte tranquillement vers sa maison, un panier de osier à l'avant-bras et dont les babouches jaunes font un léger froissement sur la pierre, comme le bruit d'un livre qu'on feuillette doucement. Les pas d'un enfant quelque part, invisible mais audible, qui court, puis s'arrête, puis court encore, perdu dans un dédale de ruelles parallèles à la nôtre. Et puis les pas s'éloignent, se fondent dans le tissu sonore de l'après-midi, et le silence reprend sa place, plein et doux. De quelque part, portée par un courant d'air tiède qui glisse entre les façades, arrive une musique, si lointaine qu'elle ressemble presque à un souvenir plutôt qu'à un son présent. Une mélodie de Shaabi, cette musique populaire algéroise qui porte en elle à la fois la joie et la mélancolie, la fête et la nostalgie. Quelques notes de luth qui montent et descendent avec cette liberté ornementée propre à la musique andalouse dont elle descend en ligne directe. La mélodie flotte un moment autour de nous, légère comme la fumée d'un encens, puis elle se dissout dans la chaleur de l'air, et il ne reste plus que son écho dans la mémoire déjà à moitié rêvée. Les façades et la lumière. Regardons maintenant ces murs qui nous accompagnent, ces façades qui sont comme des visages, chacune portant sur elle les traces de son histoire, propre et de l'histoire collective de cette ville qui fut berbère avant d'être romaine, romaine avant d'être byzantine, byzantine avant d'être arabe, arabe avant d'être ottomane, ottomane avant d'être française, et qui est aujourd'hui tout cela à la fois. Toutes ces strates superposées avec une grâce naturelle qui n'appartient qu'aux très vieilles civilisations. La chaux blanche des façades n'est pas uniforme. Par endroits, elle est d'une blancheur presque aveuglante, là où le soleil la frappe directement. Une blancheur qui n'est pas froide, mais chaude, presque crémeuse, qui contient toutes les nuances du blanc. Le blanc nacré, le blanc ivoire, le blanc cassé, le blanc légèrement bleuté des zones à l'ombre. Et par endroits, cette chaux s'est écaillée au fil des années pour révéler en dessous les couches successives des repeints anciens, des ocres et des jaunes pâles, des verts d'eau et des roses effacés, comme si le mur racontait sa propre biographie en couleurs superposées. Les fenêtres sont étroites et hautes, souvent ornées de moucharabiés, ces treillis de bois sculptés qui permettent à ceux qui sont à l'intérieur de voir sans être vus, de recevoir la lumière filtrée et le vent rafraîchi, de rester en contact avec la vie de la rue sans y être exposé. Ces moucharabiés projettent sur le sol de la ruelle des ombres géométriques et changeantes, des losanges et des étoiles qui se déplacent lentement au fil des heures avec le mouvement du soleil, comme un cadran solaire dont l'aiguille serait la lumière elle-même. Certaines façades portent des carreaux de faïence, des éliges bleus et blancs, turquoise et miel, qui encadrent les portes ou ornent les soubassements et qui captent la lumière d'une façon différente des murs de chaux, une façon plus vive, plus précieuse, comme si ces petits fragments de céramique émaillée gardaient en eux une lumière propre, une lumière venue d'Andalousie et de Fès, venue des ateliers de potiers qui façonnaient ces pièces une par une avec une patience infinie, les assemblant ensuite comme les pièces d'un puzzle dont le motif n'est pas une image mais un principe. L'infini répété dans le fini, l'absolu exprimé dans le géométrique. La cour intérieure. Le monde caché. Nous passons devant une porte entr'ouverte, une grande porte en bois de cèdre, dont le parfum légèrement résineux se mêle à l'air de la ruelle, et par l'entrebâillement, nous apercevons une cour intérieure, un patio, ce que les habitants appellent ici la Ouast Eddar, le centre de la maison, le cœur battant de l'architecture domestique arabo-andalouse. La cour est carrée, entourée de galeries à colonnes fines, et en son centre, une fontaine de marbre blanc laisse couler un filet d'eau dont le murmure est le son le plus doux que l'on puisse imaginer. Ce gazouillis léger et continu, cette conversation que l'eau tient avec le marbre depuis des générations, sans jamais se lasser, sans jamais se répéter tout à fait, car l'eau, même dans un circuit fermé,
trouve toujours une façon légèrement différente de tomber, légèrement différente de rebondir, de créer ces petits ronds concentriques qui s'élargissent et se fondent dans le bassin avec une grâce parfaite. La lumière entre par le haut, directement du ciel, car la cour est à ciel ouvert, et à cette heure de l'après-midi, elle tombe en un rectangle de lumière vive au centre du patio, laissant les galeries dans une ombre douce et fraîche, créant ce contraste qui est l'essence même de l'architecture méditerranéenne. La lumière comme fête et l'ombre comme refuge, le plein et le vide, la chaleur et la fraîcheur se définissant mutuellement. Des orangers en pot flanquent la fontaine, leurs feuilles d'un vert si profond qu'ils semblent presque noirs dans l'ombre, et quelques oranges encore vertes, pas encore mûres, pendent aux branches comme de petites lanternes fermées, promises à une douceur future. Et du jasmin grimpe le long d'une colonne, ses fleurs minuscules, d'un blanc pur, diffusant ce parfum que tous ceux qui ont vécu au Maghreb portent en eux comme un souvenir inscrit dans le corps plutôt que dans la mémoire. Ce parfum du jasmin algérien qui est à la fois doux et aigu, sucré et frais, et qui semble contenir à lui seul toute une civilisation de nuits d'été et de conversations sous les étoiles. Nous ne franchissons pas ce seuil, car cette cour appartient à quelqu'un, à une famille, à une vie domestique tranquille que nous ne voulons pas troubler. Nous continuons notre chemin, emportant avec nous le murmure de l'eau et le parfum du jasmin qui flottera encore quelques instants autour de nous avant de se dissoudre dans la chaleur de la ruelle. Le souk et les arômes. La ruelle s'élargit légèrement à mesure que nous avançons, et de petites échoppes apparaissent près de chaque côté, des boutiques si étroites qu'un homme au bras tendu pourrait presque toucher les deux murs à la fois. Des boutiques où le commerçant est assis au bord de son espace, comme sur un perchoir, entouré de ses marchandises qui débordent vers l'extérieur avec cette généreuse désinvolture propre au marché méditerranéen. Voilà d'abord un épicier dont les sacs de toile ouverts exposent leur contenu comme des fleurs. Le cumin en petits grains brun doré, le carvi plus foncé, la cannelle en bâton d'un brun rosé aux arômes profonds et chauds, le paprika d'un rouge sombre et velouté, le curcuma d'un jaune presque lumineux qui semble irradier sa propre chaleur, et les olives, les magnifiques olives de Kabylie, noires et vertes, marinées dans l'huile d'olive et les herbes, dans le citron confit et l'ail, dans les épices et le thym sauvage qui pousse sur les collines du Djurdjura. L'odeur de cette échoppe est une odeur complexe et enveloppante qui mêle toutes ces senteurs en une seule atmosphère olfactive, chaude et terrestre, ancienne comme le commerce lui-même, une odeur qui remonte à travers les siècles jusqu'aux caravanes qui arrivaient ici chargées d'épices venues d'Asie et d'Afrique subsaharienne, qui s'arrêtaient dans ces mêmes ruelles, qui portaient alors d'autres noms, mais la même chaleur, le même calcaire blanc, le même soleil immuable. Plus loin, un artisan travaille le cuivre. Il est assis sur un tabouret bas, le plateau de cuivre posé sur ses genoux, et son petit marteau frappe les motifs avec une régularité hypnotique, tac, 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 un son clair et métallique qui rebondit sur les murs et se transforme en quelque chose de presque musical, presque rythmique, comme un métronome ancien, mesurant non pas le temps de la musique, mais le temps plus vaste du travail artisanal, ce temps de la répétition patiente et concentrée qui est l'un des sons les plus apaisants du monde. Les copeaux de cuivre brillent dans l'ombre de la boutique comme de petits éclats de soleil capturés, et l'odeur légèrement métallique et chaude du métal travaillé se mêle à l'air déjà chargé de toutes ces senteurs superposées. Et maintenant, voilà ce que nous attendions sans le savoir, l'odeur du thé à la menthe. Elle arrive avant que nous voyions la boutique. Elle nous précède et nous guide, cette odeur fraîche et sucrée, végétale et chaude à la fois, qui est peut-être l'odeur la plus hospitalière du monde arabe, l'odeur qui dit tu es le bienvenu, tu peux t'arrêter ici, tu peux poser tes affaires et rester un moment. Le thé est l'art du temps suspendu. Nous nous arrêtons devant un petit café qui n'est guère plus qu'une alcôve dans un mur, quelques tables basses en mosaïque colorée, quelques tabourets de bois
et un vieux poêle à charbon sur lequel siège une théière en métal noirci dont le couvercle vibre légèrement sous la pression de la vapeur, émettant un petit sifflement doux, presque inaudible, comme si la théière respirait. Le thé est vert, du gunpowder, ces petites billes de feuilles roulées qui se déroulent dans l'eau chaude, comme des fleurs qui s'ouvrent, et avec lui de la menthe fraîche, des tiges entières plongées dans la théière, dont les feuilles infusent leur fraîcheur dans la chaleur du thé et du sucre, beaucoup de sucre fondu qui donne au breuvage cette consistance légèrement sirupeuse, cette douceur intense qui enveloppe la fraîcheur de la menthe et la légère amertume du thé en une seule sensation complexe et parfaite. Le thé est versé de haut selon la tradition pour créer cette mousse légère en surface, et le son du thé qui tombe dans le verre est un son particulier, ce léger clapotis cristallin qui accompagne la montée de la mousse dorée dans le verre fin. On le pose devant soi, sur la table de mosaïque dont les petites tesselles turquoises et blanches créent un motif d'étoile à 8 branches, et avant de le boire, on le regarde un moment, on laisse son œil se poser sur la couleur ambrée et profonde du liquide, sur la mousse dorée qui s'apaise doucement, sur les petites bulles qui éclatent une par une avec une discrétion parfaite. Assis là, les mains autour du verre chaud, on comprend quelque chose d'essentiel sur cet endroit, sur ce rapport particulier au temps que l'on ressent dans la Casbah, comme dans peu d'autres endroits du monde. Le temps ici ne coule pas, il stagne, dans le meilleur sens du terme, il s'accumule doucement, comme l'eau dans un bassin, il se sédimente, et chaque instant passé dans cette ruelle, dans ce café, dans ce patio, est une couche de plus ajoutée à cette stratigraphie du vécu, une couche fine et transparente qui laisse voir toutes celles qui la précèdent. La montée vers le ciel. Nous reprenons notre chemin, ragaillardi par la fraîcheur du thé, et la ruelle monte maintenant plus franchement, plus décidément, comme si nous approchions du cœur de la Casbah qui est aussi son sommet. Les marches apparaissent par groupes de 5 ou 6, taillées dans la même pierre calcaire que tout le reste, usée au centre par des siècles de passage, légèrement bombée, légèrement glissante, mais d'une usure si graduelle, si douce, que le pied s'y pose naturellement, s'y adapte, comme si la pierre avait été modelée, non pas pour les pieds en général, mais pour les nôtres en particulier. Les maisons ici se resserrent encore plus, se penchent l'une vers l'autre par-dessus la ruelle, parfois reliées par des arcs qui enjambent l'espace entre elles, créant des passages couverts, des voûtes basses sous lesquelles nous passons en respirant l'ombre fraîche qui s'y est réfugiée, une fraîcheur presque humide, presque pierreuse, l'odeur de la pierre qui n'a pas vu le soleil depuis longtemps, l'odeur du vieux calcaire qui absorbe le temps comme une éponge absorbe l'eau. Par une fenêtre entr'ouverte, à mi-hauteur de la montée, arrive une odeur de cuisine, une odeur riche et profonde qui ne ressemble à rien d'autre. L'odeur d'un tagine mijoté lentement, avec ses notes profondes de la viande fondante et des légumes confits, les notes chaudes et rondes du ras el hanou, dont les 30 épices se fondent en une seule harmonie olfactive, et par-dessus tout cela, la note végétale et fraîche de la coriandre, dont les feuilles aromatisent le plat en fin de cuisson, et cette odeur est tellement enveloppante, tellement complète, qu'elle ressemble presque à une étreinte, à quelque chose qui dit ici on prend soin, ici on nourrit, ici le temps qu'il faut est accordé aux choses qui méritent du temps. La terrasse et la mer, et puis soudain, après une dernière montée, une dernière courbe de la ruelle, l'espace s'ouvre. Nous sommes sur une petite terrasse, un sata, ce toit-terrasse des maisons arabes, qui est à la fois espace de vie et point de contemplation, et devant nous, en bas, tout en bas, la baie d'Alger s'étale dans sa générosité absolue. La mer, à cette heure de l'après-midi, est d'un bleu qui n'est pas un seul bleu, mais plusieurs, superposés et fondus l'un dans l'autre comme des glacis de peintre, le bleu presque noir des grandes profondeurs au large, le bleu intense de Prusse du milieu, le bleu turquoise des eaux peu profondes le long de la côte et tout près du rivage,
ce bleu-vert transparent, presque émeraude, presque irréel dans sa limpidité. Et sur tout cela, la lumière de l'après-midi tombe obliquement, créant ces mille scintillements qui donnent à la surface de l'eau une texture de diamant dispersé, une texture qui change à chaque souffle de vent, à chaque vague, à chaque passage d'un nuage devant le soleil. Le vent arrive de la mer, léger et tempéré, portant avec lui le sel et l'iode, cette fraîcheur marine qui se mêle ici à la chaleur de la pierre, chauffée pendant des heures par le soleil, créant une température parfaite, ni chaude ni froide, juste, l'air idéal pour rester immobile à regarder la mer, pour laisser les yeux se perdre dans cette immensité bleue, sans chercher à rien voir de précis, sans chercher à rien fixer. En bas, le port, avec ses grues immobiles dans la chaleur de l'après-midi et ses bateaux ancrés qui se balancent imperceptiblement sur la houle, et plus loin la corniche qui s'étire le long du rivage avec ses palmiers en ligne régulière, leurs couronnes de feuilles se balançant dans le vent marin avec la grâce nonchalante des choses qui ont toute l'éternité devant elles. Le crépuscule qui approche. Nous restons là un long moment, sans bouger, sans parler, laissant la lumière changer autour de nous. Car la lumière change, imperceptiblement, graduellement, comme si quelqu'un, très loin à l'ouest, tournait lentement un rhéostat. Le soleil commence sa descente vers l'horizon, et en descendant il modifie la couleur de tout ce qu'il touche, le blanc des façades se teinte légèrement d'or, les ombres s'allongent et s'adoucissent en même temps, devenant moins nettes, moins tranchées, plus diffuses, comme des aquarelles dont le papier aurait bu le contour. Une hirondelle passe, rapide et silencieuse, comme une pensée, une hirondelle noire au ventre blanc qui trace une ligne parfaite dans l'air bleu et disparaît derrière un toit, avant que l'œil ait eu le temps de la suivre complètement. Puis une autre, puis plusieurs, car à cette heure, les hirondelles de la Casbah commencent leur danse vespérale, ces vols en spirale et en piqué qui transforment le ciel au-dessus des toits en quelque chose de vivant, de fluide, de joyeux sans être bruyant. De la mosquée la plus proche, portée par le vent et amplifiée par la géographie des ruelles qui fonctionnent comme des caisses de résonance, arrive l'adhan du Asr, la prière de l'après-midi, cette voix humaine portée par des siècles de tradition qui monte et descend selon des modes mélodiques aussi anciens que l'islam lui-même. Cette voix n'est pas un bruit, elle est une texture sonore, une texture verticale qui s'élève vers le ciel avec la même certitude que les minarets qui percent le paysage de la ville depuis les hauteurs de la Casbah jusqu'aux rives du port. Le retour par le chemin du bas. Nous redescendons doucement par un autre chemin, car dans la Casbah, on n'emprunte presque jamais deux fois la même ruelle et on ne rentre jamais par le même chemin qu'on est venu. La descente est douce, les pas plus glissants, le corps se laissant porter légèrement par la pente, et les ruelles s'élargissent progressivement comme un récit qui approche de sa conclusion. La lumière décline. Dans les ruelles les plus étroites, il fait déjà presque sombre, une obscurité douce et bleutée qui n'est pas la nuit, mais déjà plus le jour, ce moment intermédiaire, cet entre-deux qui porte en arabe le nom Mabaïna al-Ishain. Entre les deux nuits, ce moment suspendu entre la dernière lumière et la première étoile, où le monde prend cette texture veloutée, cette douceur dans les contours, cette hésitation entre le visible et l'invisible. Sur un seuil, une vieille femme en haïque blanc, ce voile traditionnel qui enveloppe le corps dans les plis d'un tissu si fin qu'il semble fait de nuages, est assise sur une chaise basse, les mains occupées à quelque travail de broderie dont les doigts suivent le chemin connu depuis l'enfance, sans que les yeux aient besoin de se baisser sur l'ouvrage. Elle regarde passer la lumière, elle regarde passer les ombres, et son visage a cette sérénité particulière des personnes très âgées qui ont traversé suffisamment d'après-midi pour savoir qu'ils reviennent toujours, que la lumière revient toujours, que rien ne se perd vraiment. La nuit douce qui commence. La Casbah entre maintenant dans cette heure particulière
où les lampes s'allument une à une derrière les fenêtres, ces lumières chaudes et orangées qui filtrent à travers les mouches à rhabillés et traînant sur les murs d'en face des losanges de lumière dorée, des étoiles de lumière qui tremblent légèrement quand un souffle de vent agite le rideau de l'intérieur. Et avec la nuit arrivent les odeurs du soir, différentes des odeurs du jour, plus profondes, plus intimes. L'odeur du bois qui se consume dans les fourneaux de cuisine, cette fumée légère et parfumée qui monte des cheminées et se mêle à l'air de la nuit naissante. L'odeur du pain qui cuit dans les fours à bois des quartiers, ce pain plat et rond dont la croûte légèrement brûlée a un parfum qui est l'un des parfums les plus universellement réconfortants du monde. Et l'odeur de la mer qui remonte de la baie, plus forte à présent que le vent du soir tourne et vient du nord, plus salée, plus iodée, presque palpable dans sa fraîcheur nocturne. Quelque part, dans une maison invisible, quelqu'un joue du luth, quelques mesures seulement, hésitantes et belles, qui s'arrêtent, puis reprennent, s'arrêtent encore, comme si le musicien cherchait une phrase mélodique, essayait différentes résolutions, différentes fins possibles pour le même commencement. Et dans ces quelques notes qui flottent dans l'air du soir, il y a toute la mélancolie douce de la musique andalouse, toute cette nostalgie pour un paradis qui n'existe peut-être pas, mais dont la beauté imaginée est suffisante pour inspirer une musique comme celle-là. La pierre et le temps. Méditation finale. Avant de partir, laisse-toi une dernière fois appuyer contre un mur, les paumes à plat sur la surface de la pierre, encore tiède de la chaleur du jour, et sens sous tes mains cette texture particulière, ce calcaire légèrement granuleux, légèrement poreux, qui absorbe la chaleur et la garde longtemps après que le soleil s'est couché, comme si la pierre avait appris de l'astre à conserver sa lumière pour les heures obscures. Cette pierre a été posée ici par des mains qui ne sont plus là, des mains dont les noms sont peut-être oubliés, mais dont le travail demeure aussi présent que s'il avait été accompli ce matin. Et dans cette permanence de la pierre, il y a quelque chose de profondément apaisant, quelque chose qui dit que les choses faites avec soin et avec amour durent au-delà de la mémoire, que chaque geste accompli dans la lenteur et l'attention s'inscrit quelque part de permanent. La Casbah est inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, mais elle était déjà patrimoine de l'humanité bien avant ce titre officiel, elle était déjà ce lieu où plusieurs civilisations avaient déposé le meilleur d'elles-mêmes, où les Berbères, les Phéniciens de Icosium, les Romains, les Arabes, les Andalous expulsés d'Espagne, les Ottomans et tant d'autres avaient superposé leurs pierres, leurs arches, leurs ornements, leur façon de concevoir la beauté et l'habitation, créant ainsi non pas un mélange, mais une harmonie, non pas une confusion, mais une conversation entre les âges, le glissement vers le sommeil, et maintenant, doucement, très doucement, laisse cette image commencer à se dissoudre, laisse le blanc des façades s'effacer progressivement vers le blanc de tes paupières fermées. Laisse le bruit des pas sur la pierre s'éloigner, s'atténuer, devenir de plus en plus lointain, comme un écho qui se perd dans les profondeurs d'une ruelle que tu ne peux plus suivre. L'odeur du jasmin reste encore un moment, flottant quelque part à la lisière de la conscience, légère et sucrée, apaisante comme une main posée doucement sur le front. Et le murmure de la fontaine, dans la cour intérieure, reste aussi, ce filet d'eau qui tombe dans le bassin de marbre avec une constance rassurante, ce son qui dit que quelque chose ici ne s'arrête jamais, que quelque chose continue son chemin pendant que tu reposes. Le vent de la mer arrive encore par vagues très douces, comme une respiration, comme ta propre respiration qui se ralentit maintenant, qui s'approfondit, qui devient moins consciente, plus naturelle, plus profonde. Inspire, et en expirant, laisse partir les dernières images, les dernières couleurs, la dernière lumière dorée sur la dernière façade blanche. La Casbah continue son après-midi sans toi, sereine et éternelle, les ruelles gardant l'empreinte de tes pas parmi les millions d'autres empreintes accumulées depuis des siècles, ta visite ajoutée à toutes celles qui l'ont précédée,
ton regard ajouté à tous les regards qui ont cherché dans ce labyrinthe de pierre et de lumière quelque chose de difficile à nommer, peut-être simplement la beauté des choses qui durent, la douceur des choses qui ont appris à prendre leur temps. Et toi maintenant tu prends ton temps aussi. Le temps du sommeil, le temps du repos, le temps qui n'appartient qu'à la nuit et qu'aux rêves. La pierre est tiède, le jasmin flotte, l'eau murmure, la mer respire, et quelque part dans la lumière dorée d'un après-midi suspendue entre le ciel bleu et la mer turquoise, la Casbah d'Alger continue de garder ses secrets avec cette douceur millénaire, cette patience infinie des vieilles pierres qui ont vu passer tant de soleil qu'elles ont appris à ne plus compter les heures. Dors maintenant, dors doucement,